Donc maintenant, on va traiter du deuxième dossier, qui est un dossier qui est à la fois à cheval sur l'orthopédie et la rhumatologie, mais souvent en rhumatologie, on ne vous parle pas des indications chirurgicales. Donc là, je vais vous faire un dossier sur les indications chirurgicales des pathologies du rachis. Donc vous êtes de garde aux urgences et monsieur S, 34 ans, vient vous voir car il a du mal à marcher depuis 2 jours. Il est ménageur, 1,85 m, 80 kg. Il vous raconte qu'il a souvent mal dans le bas du dos et que ceci s'est accentué depuis 3 jours avec un effort de soulèvement au travail. Il se plaint également de douleurs dans sa jambe gauche et vous dit qu'il a dû pousser pour uriner ce jour. Donc vous vous orientez chez un malade qui est déménageur, en surpoids, qui fait des efforts, qui est lombalgique, visiblement chronique, qui a des douleurs de sa jambe gauche, donc on s'oriente vers quelque chose qui ressemble un petit peu à une lomboradiculalgie, et qu'il a dû pousser pour uriner ce jour, donc attention, peut-être trouble sphinctérien. Tous les mots sont importants dans un énoncé. Rien qu'avec l'énoncé, vous n'avez même pas lu le dossier, vous savez déjà ce que ça va être. Donc ça, c'est très important. Il faut y penser. Si par exemple, quand on vous dit dans l'énoncé qu'il a dû pousser pour uriner ce jour, à un moment ou à un autre dans le dossier, il faudra parler de trouble sphinctérien. Dans l'examen clinique, dans ce que vous voulez. Mais ce n'est pas possible de ne pas l'évoquer. Donc en premier, on va faire un peu de clinique. Comment évaluez-vous un déficit moteur chez un patient? Donnez les différents stades d'évaluation ainsi que les différents muscles concernés en fonction de la racine touchée au niveau des membres inférieurs. Donc la cotation d'un déficit neurologique, ça va de 1 à 5. Ou de 0 à 5. 0, c'est rien du tout. Il y a une chose qui est importante. Il faut prendre en compte la pesanteur pour tester l'action d'un muscle. Si vous testez un quadriceps, vous allez le tester sur un malade couché sur le dos ou un psoas pour qu'il puisse lever la jambe. Le moyen fessier, par exemple, c'est un mouvement qui permet l'abduction de hanche. Si vous testez le malade sur le dos et qu'il vous fait de l'abduction de hanche, il le fait dans le plan du lit, c'est-à-dire il ne lutte pas contre la gravité. Donc vous ne pouvez pas dire qu'un moyen fessier est normal si vous testez votre malade sur le dos. Donc si vous voulez tester par exemple un moyen fessier qui fait de l'abduction, vous devez tester votre malade sur le côté. Vous le mettez en décubitus latéral et vous lui demandez de décoller tout le membre inférieur. Dans ces cas-là, on est d'accord, vous testez le muscle contre la gravité. C'est exactement pareil, pour prendre un exemple, que le triceps. Le triceps permet la flexion et l'extension du coude. Si vous demandez à un malade de tester votre coude dans ce plan-là, vous allez dire « Ah, son triceps, il marche ». Sauf que là, le triceps, je ne le teste pas du tout contre la gravité, puisque je suis dans le plan. Si je veux tester le muscle contre la gravité, il faut que je le teste dans ce plan-là, ou plutôt dans ce plan-là. C'est-à-dire que là, j'ai mon bras qui pend, et si j'arrive à étendre, c'est que je suis capable de lutter contre la gravité et d'étendre mon avant-bras sur le bras. Si je le fais dans ce plan-là, je ne lutte pas du tout contre la gravité. Donc si on veut dire qu'un triceps est normal à 5 sur 5, c'est dans ce plan-là, pas dans ce plan-là. C'est exactement pareil pour les membres inférieurs, il faut y penser. Il ne faut pas dire qu'un moyen fessier est à 5 sur 5 si le malade vous le testez en décubitus latéral. Donc, la cotation à 0, aucune contraction, rien de visible. 1, contraction visible mais pas de mouvement. 2, contraction impossible contre pesanteur, mais mouvement possible dans un plan autre que celui de la pesanteur. Ça veut dire, par exemple, pour un triceps, ça. Ça, si le malade il fait ça, son triceps il est à 2. Le 3, c'est contraction contre pesanteur mais pas contre résistance. Je reprends l'exemple du triceps, c'est plus facile à montrer. Vous mettez votre malade comme ça, il arrive à étendre. S'il fait ça, il est à 3. S'il ne le fait pas, il est à 2. 4, contraction contre pesanteur possible, contre résistance possible, mais diminuée par rapport au côté sain. Et 5, normal. On considère que l'on est paralysé en dessous de 3. À 3, ça se discute. 4, c'est quasi normal. Mais il faut surtout s'inquiéter si on a des muscles qui sont en dessous de 3. La topographie des racines pour les membres inférieurs. La racine L2 va innerver le psoas iliaque, donc va permettre la flexion de hanche, c'est-à-dire la flexion de la cuisse sur le bassin. L3 va permettre l'extension du genou, c'est-à-dire le quadriceps, avec l'extension de la jambe sur la cuisse. L4, la flexion dorsale du pied avec le jambier antérieur. L5, l'extenseur du gros orteil et les péronniers latéraux.
et S1, les fléchisseurs plantaires du pied avec le triceps. Ça, c'était une petite question de clinique. Vous réexaminez votre malade. Vous trouvez une lomboradiculalgie gauche avec des douleurs au niveau de la plante du pied et le petit orteil, ainsi qu'un signe de LASEG positif à 25 degrés à gauche. Et vous avez un triceps qui est à 2 sur 5. Quel est votre diagnostic le plus probable? Justifié. Et quel examen complémentaire? Un seul, demandez-vous en urgence. Compte tenu du contexte clinique de l'histoire de la maladie, le diagnostic le plus probable est celui de hernie discale L5-S1 gauche, avec un effort de soulèvement et une symptomatologie de topographie S1 plus une paralysie du triceps gauche, hernie discale paralysante, compliquée de syndrome de la queue de cheval. On a dit que le malade devait pousser pour uriner, donc il doit avoir des troubles sphinctériens. Dans votre interrogatoire, il faut demander systématiquement quand le malade, s'il vous dit qu'il a dû pousser pour uriner, mais vous, devant une hernie discale, vous devez y penser, parce qu'en 4-5-5-1, c'est le syndrome de la queue de cheval, avec la compression des racines sphinctériennes. Donc il faut demander au malade s'il a eu des troubles pour aller à la selle, pour uriner, ou des troubles de l'érection. Systématique. La racine comprime le fourreau dural. Donc c'est un syndrome de la queue de cheval. C'est quelque chose de radiculaire. Ce n'est pas du tout médulaire. La moelle s'arrête en L1. Donc on n'aura pas du tout de signes pyramidaux, de choses comme ça. C'est quelque chose de purement radiculaire. Le syndrome de la queue de cheval, ce n'est absolument pas une compression médulaire. L'examen à demander en urgence, c'est l'IRM, pour affirmer la hernie, voir sa topographie et voir s'il n'y a pas éventuellement autre chose d'associé. Donc on demande une IRM du rachis lombaire pour rechercher la cause de la compression et du déficit, avec ici dans 99% des cas une hernie discale, mais dans 1% des cas, ça peut être une tumeur. Donc là, vous avez l'IRM sous les yeux, interprétez-la, et qu'est-ce qui manque d'essentiel à votre examen clinique, qu'on n'a pas réalisé dans la question d'avant. Donc là, vous avez une IRM du rachis lombaire avec des coupes coronales et sagittales, où on voit une volumineuse hernie discale médiane, L5-S1, qui refoule le sac dural. Donc sur le profil, on voit bien qu'on a un débord discal postérieur à l'étage L5-S1, et sur la coupe coronale, qu'on a une image de hernie discale qui refoule le sac dural, où on voit le liquide céphalorachidien qui n'a quasiment plus d'espace au niveau du canal médulaire. On ne voit pas d'autres pathologies qui peuvent expliquer le diagnostic, donc on retiendra le diagnostic de hernie discale L5-S1 gauche médiane avec compression du fourreau dural. Dans votre examen avant, on n'avait absolument pas parlé des troubles sphinctériens à l'examen clinique. Donc il faut absolument faire des touchés pelviens. C'est d'autant plus une urgence s'il y a des troubles sphinctériens. Donc toucher rectal, demander au malade s'il a des troubles pour aller à la selle, uriner, des troubles de l'érection. C'est systématique et médico-légal. Si votre malade part avec des troubles sphinctériens, vous savez le point de départ. Et à ce moment-là, en post-opératoire, vous pourrez évaluer sa récupération. Sinon, c'est comme la paralysie radiale du dossier de tout à l'heure, vous ne pourrez absolument pas dire si c'est vous qui lui avez fait les troubles en faisant l'intervention parce que vous avez traumatisé les nerfs ou s'il les avait déjà avant. Médico-légal. Quel est votre traitement en urgence? Donc, c'est une urgence chirurgicale à opérer, si possible dans les 6 heures, car on a une hernie discale paralysante d'évolution récente avec troubles sphinctériens. Donc on explique aux patients les raisons d'une telle intervention. La décompression doit être rapide pour favoriser une récupération nerveuse qui peut être longue et incertaine, mais dont les résultats sont d'autant plus rapides et meilleurs que la prise en charge est réalisée de façon précoce. Il peut ne pas récupérer sur un plan moteur totalement un triceps. À partir du moment où un nerf est lésé, on n'est jamais certain qu'il y aura une récupération totale. Donc hospitalisation dans un service de chirurgie orthopédique, mise en condition, consultation d'anesthésie, antalgique, voie veineuse, tout ce qu'il faut. La prise en charge chirurgicale au bloc opératoire avec une décompression par laminectomie et cure de hernie discale, L5, gauche, avec dissectomie. Et dans les suites post-opératoires, surveillance neurologique rapprochée pour évaluer la récupération ou l'aggravation
Et rééducation précoce, à la fois du triceps pour qu'il récupère et également évaluation de l'état urodynamique. Levée précoce et port d'une attelle anti-équin. Anticoagulation jusqu'à ce qu'il reprenne une marche normale et bien sûr arrêt de travail. Important dans les hernies discales, rechercher si elles sont paralysantes ou non, l'IRM, et qu'il y ait une corrélation radio-clinique. Très important, la corrélation radio-clinique. Il ne faut pas opérer un malade si vous n'avez pas d'imagerie. Et la meilleure imagerie à l'heure actuelle, c'est l'IRM. Il y en a certains qui se contentent du scanner. On peut vraiment avoir des surprises et penser qu'il y a une grosse pêche de hernie discale au scanner et en fait on ne trouve rien. Donc vraiment, l'IRM, c'est l'examen de choix. Et lors de la même garde, donc là on a vu la pathologie de hernie discale. En rhumatologie, je pense que vous verrez la prise en charge des hernies discales non chirurgicales. Là, je voulais bien vous faire comprendre qu'une hernie discale paralysante, ça s'opère. Ça ne se traite pas par des infiltrations. Lors de la même garde, vous êtes appelé en rhumatologie pour voir une patiente de 56 ans, d'origine vietnamienne, qui se plaint d'une faiblesse des membres inférieurs depuis plusieurs jours et qui depuis ce jour n'arrive plus à marcher. Elle vit en France depuis 10 ans et son mari vous dit qu'elle a eu une infection pulmonaire dans l'enfance sans plus de précision. Que recherchez-vous à l'examen clinique en faveur d'une compression médulaire? J'insiste sur le mot médulaire. La compression médulaire signifie compression de la moelle, donc au-dessus de L1 L2. Ça veut dire qu'on recherchera des signes de syndrome pyramidal, qu'on ne retrouve que dans les compressions médulaires. Dans un syndrome de la queue de cheval, il n'y a absolument aucun signe pyramidal. Il faut bien faire la différence entre les deux. Très important sur un plan clinique. Si votre malade il a une hernie discale en L4, L5 et qu'il a en même temps une trépidation épileptoïde du pied ou des signes pyramidaux, ce n'est pas la hernie. Il faut chercher au-dessus, il faut chercher en médulaire ou il faut chercher quelque chose au niveau de la moelle épinière elle-même ou cérébrale. Mais corrélation clinique avec l'imagerie, très important. Donc on recherche un niveau lésionnel sensitif au moteur par le testing musculaire des membres inférieurs. Dans les signes de syndrome pyramidal, comme vous le connaissez, on recherchera les réflexes ostéotendineux qui seront vifs, diffusés, polycinétiques, un signe de Babinski, une trépidation épileptoïde du pied. Et bien sûr, on fera des touchés pelviens également pour voir s'il n'y a pas de troubles sphinctériens. Donc la malade ne marche plus. Elle est là, au lit, vous lui faites l'examen, vous recherchez des signes de compression médulaire, vous faites déjà une radio. Donc vous avez fait une radio et ensuite vous avez demandé une IRM. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur les radios et quel est le diagnostic le plus probable compte tenu de la situation? Donc qu'est-ce qu'on voit sur les radios? Donc sur les radios du rachis cervical de face et de profil, on voit qu'on a une fracture tassement de D12, avec D12 qui est complètement en galette et en partie lisée. Donc pour compter, on compte d'en bas, on voit que c'est D12, surtout sur la radio de face, parce qu'on voit que c'est le dernier étage où il y a les côtes flottantes. Et en plus, sur la radio de face, de profil, on voit en bas le haut du sacrum. Et qu'est-ce qu'on voit sur l'IRM, qui peut faire suspecter en plus une pathologie dont on verra le nom plus tard? C'est, sur l'association radio-IRM, le tassement il est asymétrique, avec une lise osseuse. Donc ça ne fait pas trop tassement ostéoporotique. En plus, il y a un pincement discal. Donc on ne trouve pas de signe de fracture ni de lésion sur les autres vertèbres. Et qu'est-ce qu'on voit sur l'IRM? Sur les coupes sagittales, on voit un volumineux abcès antérieur en D11 avec un hypersignal qui va comprimer la moelle avec une atteinte des deux disques D11 et D12. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une compression médulaire à ce niveau avec une moelle épinière, je dis bien, puisqu'on est en D11, D12, qui est refoulée par l'abcès. Donc, le diagnostic le plus probable, compte tenu des antécédents de la patiente d'origine asiatique aux antécédents de probable tuberculose, infection pulmonaire dans l'enfance, c'est une compression médulaire D11, D12 sur un mal de Pott de D12 avec une tuberculose osseuse et un abcès antérieur. C'est tout ça le diagnostic. Dans les grandes lignes, quel va être le traitement de cette malade? Sachant qu'il faut traiter la compression médulaire
et la tuberculose. Donc là, c'est les grandes lignes de traitement. Pour la tuberculose, on fait un bilan exhaustif pour savoir si la malade est bacillifère ou non. Ça, c'est important parce que ça va dépendre d'un isolement ou pas. Donc radiothorax, TDM, BK crachat, BK tubage. On recherche des barres à la coloration et on voit si la malade est bacillifère. On fait un examen neurologique succinct à la recherche d'une méningite, complication potentielle de la tuberculose. Mais dans le contexte, on évitera la ponction lombaire. C'est vraiment s'il y a un argument clinique. Pourquoi? Parce que si on a un mal de Potte avec un envahissement local avec de la tuberculose, si on fait une ponction lombaire et qu'il n'y avait pas de méningite, on risque d'ensemencer le liquide céphalorachidien avec de la tuberculose et d'entraîner une méningite tuberculeuse iatrogène. On fait les hémocultures répétées où on recherche le BK et l'isolement thérapeutique jusqu'à négativation des prélèvements. On fait le bilan biologique et paraclinique pré-thérapeutique avec le bilan hépatique, le fond d'œil, et on débute une quadrithérapie par isoniazide, rifampicine, éthambutol et pyrazinamide qui sera suivie après avec tous les contrôles de la tolérance et de l'efficacité du traitement. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le BK chez les sujets contacts, le mari et peut-être les enfants. Donc ça, c'est les grandes lignes pour la prise en charge de la tuberculose. Pour la compression médulaire, c'est une urgence neurochirurgicale. On est dans le cadre d'une compression médulaire aiguë. La malade vous dit qu'elle ne marche plus depuis hier. Ce n'est pas elle ne marche plus depuis 3 mois, c'est elle ne marche plus depuis hier. Donc elle est en train de se paralyser. Typiquement, on dit la lésion met 1 an à évoluer et 1 jour à paralyser. Donc c'est une urgence. Donc c'est une prise en charge spécialisée avec bilan d'opérabilité, consultation d'anesthésie, bilan biologique, tout ce qu'il faut comme d'habitude. Donc au bloc opératoire, sous anesthésie générale, on fait une décompression médulaire D11, D12 par laminectomie fixation. On va fixer en général 2 étages au-dessus, 2 étages en dessous, donc de D9 à L2. Et surtout, on fait de multiples prélèvements bactériologiques et anatomopathologiques à la recherche de signes en faveur d'une tuberculose. Donc, c'est le granulome gigantocellulaire avec nécrose caséeuse. On discute le drainage péropératoire de l'abcès antérieur qui souvent se résorbe avec l'antibiothérapie parce qu'en médulaire, on n'a pas le droit de toucher à la moelle. Si on touche à la moelle, on paralyse les gens. Donc il faut faire le tour, ce qui n'est pas facile quand il y a de l'infection. Souvent, les abcès tuberculeux se résorbent spontanément avec le traitement adéquat. Immobilisation dans un corset post-opératoire, bilan urodynamique avec rééducation adaptée et une rééducation des membres inférieurs intensive pour permettre à la malade de se relever et de remarcher, renforcement musculaire. Et bien sûr, prévention de toutes les complications de décubitus tant que la malade ne marche pas, escarre, embolie pulmonaire, infection urinaire. Donc dans ce dossier, on a vu la prise en charge chirurgicale d'une compression médulaire et d'une hernie discale. Donc il ne faut pas passer à côté, c'est important et c'est des pathologies qui s'opèrent rarement, mais quand on a une hernie discale déficitaire récente, il faut l'opérer. Quand on a une hernie discale déficitaire depuis plus de 1 mois, la récupération est vraiment aléatoire et l'indication chirurgicale se discute, mais une hernie discale déficitaire dans les jours suivant la consultation, c'est une urgence qui s'opère, ainsi que la compression médulaire aiguë ou subaiguë. Si votre malade il est comme ça depuis 3 mois, vous avez le temps de le bilanter. Là, il faut vraiment se jeter dessus et l'opérer pour avoir une récupération optimale. Donc ça, c'était pour la pathologie rachidienne avec la prise en charge en orthopédie. Ce n'était pas les fractures, c'était vraiment la hernie discale et le mal de Potte.